internationale conduite par la Croix-Rouge, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans des situations de conflits armés. Mais la plupart des gens connaissent le CICR et je me rends compte, même si la plupart des gens connaissent le CICR, je me rends compte que beaucoup ne sont pas très familiers des composantes du mouvement, les mandats et les activités. Et cela crée parfois la confusion. Et donc, permettez-moi de clarifier ce point. En plus du CICR, le mouvement comprend également la Croix-Rouge nationale et les sociétés de Croissant-Rouge et de Croix-Rouge nationale et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et les sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Les sociétés nationales, comme celles du Nigeria, du Libéria, du Mali, sont opérationnelles dans 190 pays à travers le monde. Chaque pays d'Afrique de l'Ouest a sa propre société de la Croix-Rouge nationale. La société nationale agit en tant qu'auxiliaire auprès des autorités publiques de son propre pays sur le terrain humanitaire en fournissant un éventail de services, y compris le secours en temps de catastrophe, des services de santé et sociaux. Pendant les conflits armés, ces sociétés nationales aident la population civile affectée et, en cas de besoin, apportent un appui en termes de services médicaux de l'armée. Ils sont le principal partenaire du CICR dans la fourniture de l'assistance aux victimes. La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge coordonne, facilite et promeut les activités humanitaires menées par ses membres, c'est-à-dire les sociétés nationales, pour améliorer la situation des populations les plus vulnérables en cas de catastrophe naturelle, tout en renforçant leurs capacités en matière de gestion des catastrophes et pour répondre aux urgences. Par exemple, la Fédération internationale de la Croix-Rouge est active dans le nord-est du Nigeria à la demande de la Société de la Croix-Rouge nigérienne et travaille en étroite collaboration avec le CICR. Le résultat est qu'il y a une plus forte couverture des besoins humanitaires par le mouvement. Honorables membres du Parlement de la CEDEAO, distingués, mesdames et messieurs, le CICR est présent à travers le monde pour répondre aux préoccupations humanitaires liées aux conflits armés et à d'autres situations de violence. La plupart des opérations du CICR sont sur le continent africain. En Afrique de l'Ouest, le CICR est présent au Sénégal, Niger, Mali, Guinée, Nigeria, Libéria, Burkina Faso, Togo, Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire, couvrant les 15 pays de la CEDEAO. Toutes nos activités dans la sous-région sont contextualisées selon l'environnement dans lequel nous opérons, comme je vais l'expliquer plus tard. Pour remplir notre mission humanitaire, les actions du CICR comprennent un certain nombre d'activités, dont mener des visites aux détenus. Nous rendons visite aux prisonniers de guerre et aux civils détenus pour des raisons liées à un conflit armé afin de suivre leurs conditions de détention et les améliorer en cas de besoin. Sur la base de ces visites aux détenus, le CICR entreprend des approches confidentielles auprès des autorités et là où nécessaire apporte un appui matériel et médical aux détenus. Nous travaillons également pour rétablir le contact entre les détenus et leurs familles et assurer des visites répétées qui permettent de prévenir les disparitions, les exécutions sommaires et les mauvais traitements. Restauration des liens familiaux. Le CICR contribue à rétablir le contact entre les membres des familles séparées par les conflits armés et d'autres situations de violence. Cela est fait à travers l'échange des messages de la Croix-Rouge, des appels téléphoniques, la recherche des personnes disparues et la réunification des familles séparées. Cette activité est menée en collaboration avec les sociétés nationales. Nous apportons également une assistance aux personnes dans le besoin, dans les situations de conflits armés. Le CICR aide en apportant des aliments, de l'eau et une assistance médicale aux civils qui n'ont pas accès à ces besoins. Une assistance d'urgence est également donnée pour donc répondre aux besoins immédiats des personnes affectées. Ces activités sont menées en collaboration avec nos principaux partenaires, à savoir les sociétés nationales. Nous travaillons également dans le domaine de la dissémination et de l'intégration du DIH.
En tant que gardien du DIH, le CICR travaille avec les groupes armés non étatiques, les États, pour renforcer la prise de conscience et promouvoir ce droit. En ce qui concerne le DIH, qui est au cœur des activités du CICR, nous nous assurons de la protection de ceux qui ne participent plus aux hostilités, y compris la population civile, mais également les malades, les blessés et les combattants détenus. Le principe directeur du CICR est que même les guerres ont des limites sur comment la guerre est menée et des limites sur comment les combattants se comportent. L'ensemble des règles établies dans le but sont donc comprises, établies dans ce cadre sont comprises dans le droit international humanitaire, dont les conventions de Genève et les 3 protocoles additionnels qui constituent donc la pierre angulaire. Les États ont l'obligation de respecter le DIH. Ils doivent remplir leurs obligations dans la mise en œuvre de ce droit, prévenir les sanctions et les violations. Ils ont l'obligation d'assurer le respect du DIH. En particulier, ils ne doivent pas encourager les violations par les parties à un conflit armé. Étant donné que le DIH demeure fondamental dans la prise en compte des préoccupations humanitaires posées par les conflits armés, nous devrions faire plus pour renforcer sa mise en œuvre efficace et assurer le respect de ce droit. À cet égard, l'enseignement et la formation sont essentiels. Et nous formons non seulement la police, les décideurs tels que vous, les leaders d'opinion au niveau local et au niveau international, et dans une perspective d'avenir, à savoir la prise en compte des adolescents, des étudiants et leurs enseignants, des élèves et leurs enseignants. Le but ultime de la dissémination et de l'intégration de la connaissance du DIH est d'influencer les attitudes et les comportements afin d'améliorer la protection des civils et d'autres victimes affectées par les violences armées, ainsi que faciliter l'accès et l'amélioration de la sécurité aux travailleurs humanitaires. Honorables Mesdames et Messieurs, le CICR a signé un protocole d'entente avec la commission de la CEDEAO en février 2001 et a été accrédité en tant qu'observateur pour participer aux conférences de la CEDEAO, y compris le sommet de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Sur la base de ce protocole d'accord, nous avons travaillé essentiellement avec le département des affaires politiques, paix et sécurité, le département des affaires sociales et genres, et nous sommes en train donc de renforcer notre engagement pour couvrir les préoccupations humanitaires pour des intérêts mutuels. En particulier, au fil des années, différents forums et séminaires ont été conjointement organisés pour la promotion du traité du droit international humanitaire et les succès ont été enregistrés. La pierre angulaire de ces activités étant la réunion annuelle de revue CICR-CEDEAO sur la mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Ouest. Cette réunion annuelle vise à adresser et à promouvoir la mise en œuvre des traités clés du DIH qui sont pertinents pour l'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'identifier et de répondre aux défis de la mise en œuvre du DIH au niveau national. Le CICR a également été impliqué dans l'appui à la CEDEAO pour la promotion des traités internationaux et régionaux ainsi que des résolutions clés telles que la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et les armes de petit calibre ainsi que le traité sur le commerce des armes. Les 2 instruments ont été ratifiés par la plupart des États membres de la CEDEAO. Nous avons également soutenu les États membres de la CEDEAO dans la ratification, la domestication et la mise en œuvre de la Convention africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées à l'interne, connue sous le nom de Convention de Kampala. En ce qui concerne la force en attente de la CEDEAO, qui est l'une des pierres angulaires de la force en attente africaine, le CICR fournit une contribution technique à la doctrine et au code de conduite de cette force en attente. Et en 2016, nous avons eu un atelier sur l'intégration du DIH et des droits humanitaires internationaux dans la doctrine militaire
pour les officiers au niveau tactique des 15 États membres de la CEDEAO. Le CICR est également impliqué dans l'intégration du DIH dans la formation sur le terrain et des exercices de commande. Le CICR travaille en étroite collaboration avec plusieurs organisations multilatérales, communautés économiques régionales et mécanismes régionaux en Afrique. Et selon notre expérience, je peux partager avec vous la collaboration avec la CEDEAO telle qu'elle est décrite comme étant positive et menant à des résultats concrets et efficients. Au cours des 12 derniers mois, par exemple, le CICR et la commission de la CEDEAO ont organisé la réunion de revue annuelle sur la mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Est en juin 2016. Publié le rapport sur la mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Ouest en novembre 2016, le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Nous avons également organisé un atelier sur l'intégration du DIH et des droits humanitaires internationaux dans la doctrine militaire et la formation de la force en attente de la CEDEAO en octobre 2016. Nous avons donc informé les ambassadeurs de la CEDEAO et les pays donateurs à Abuja pour mettre à jour l'état de ratification des traités de DIH et présenter le rapport sur la mise en œuvre du DIH en Afrique de l'Ouest en mars 2017. Et enfin, le CICR a facilité la participation de la commission de la CEDEAO, la commission paix, pour soutenir les opérations. Et également, ce PSCD va participer à la deuxième table ronde qui aura lieu à Addis Abeba le 30 et 31 mai 2017. Honorables mesdames et messieurs, les parlementaires jouent un rôle vital pour s'assurer que les pays respectifs adhèrent aux traités internationaux. Les parlementaires sont également chargés d'adopter la législation nationale requise pour l'application effective de ces traités. La ratification et la mise en œuvre des traités du DIH et d'autres instruments pertinents constituent une étape fondamentale pour s'assurer que ceux qui en ont le droit aient la protection dans le cadre de cette loi et qu'ils en bénéficient en réalité. En outre, respecter et s'assurer du respect du DIH nécessite une mobilisation politique et les parlementaires jouent un rôle essentiel à cet égard. Leur rôle ne se limite pas seulement à superviser l'action de l'exécutif dans l'application de la loi, mais ils doivent aussi avoir la capacité et l'autorité de disséminer ces lois du DIH à l'ensemble de la population. Pour cette raison, le CICR, au fil des années, a œuvré à développer des liens étroits de travail avec les parlements, aussi bien au plan national qu'international. À travers ces délégations en Afrique de l'Ouest, les conseillers juridiques du CICR travaillent directement avec les parlements nationaux ainsi que les agences et commissions gouvernementales pertinentes telles que la Commission nationale sur les armes de petit calibre et les armes légères pour apporter un appui technique tel que des formations, séminaires, etc. En dehors de ce travail de sensibilisation au sein des parlements nationaux, le CICR a également développé un dialogue efficace et des partenariats avec d'autres parlements régionaux. Ceux-ci comprennent l'Union interparlementaire à Genève, l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Bruxelles, le Parlement panafricain en Afrique du Sud, l'Assemblée interparlementaire des États indépendants du Commonwealth à Saint-Pétersbourg, en Russie, et le Parlement européen. Le CICR travaille avec ces parlements régionaux pour organiser des séminaires et ateliers pour les chercheurs et membres du Parlement sur le DIH. Et nous avons également produit des manuels conçus pour aider les parlements et leurs membres à se familiariser avec le DIH et sa mise en œuvre pour donc remplir correctement leurs responsabilités. Honorables mesdames et messieurs, nous sommes conscients que le Parlement de la CEDEAO a des relations étroites avec les assemblées nationales des États membres et donne des opinions consultatives sur des questions couvrant un large éventail de sujets d'importance cardinale pour la région et qui sont également importantes pour la facilitation de la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de la communauté. Nous savons également que le Parlement de la CEDEAO joue un rôle de plus en plus
important dans les décisions de la communauté et c'est en reconnaissance du rôle unique et central du Parlement de la CEDEAO dans la région que le CICR est intéressé à développer un partenariat de travail plus étroit dans le domaine de la promotion du droit international humanitaire sur la base du protocole d'accord signé avec le Parlement en octobre 2010. Les autres objectifs généraux de ce partenariat sont de renforcer les liens institutionnels entre le Parlement de la CEDEAO et le CICR dans le domaine des principes humanitaires et des droits humains, renforcer l'efficacité du Parlement de la CEDEAO dans les domaines des principes humanitaires et des droits humains, faciliter l'identification conjointe des besoins et la mise en œuvre des programmes dans les domaines d'intérêt mutuel. À la lumière de notre expérience de collaboration avec d'autres parlements régionaux à travers le monde, nous sommes confiants que cela sera également un partenariat mutuellement bénéfique. Encore une fois, nous vous remercions de l'occasion que vous nous avez donnée de nous adresser à cette vénérable audience. Nous espérons que cette occasion fournira une plateforme à travers laquelle la collaboration entre nos deux organisations pourra être renforcée. Merci. Quelles sont les activités qui ont été menées par les États membres de la CEDEAO pour répondre à ce problème des soins de santé en danger? Et enfin, quatrième question, quel peut être le rôle de la CEDEAO elle-même et du Parlement dans ce contexte? Laissez-moi tout d'abord vous introduire cette problématique humanitaire. Le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est né de cette problématique des soins de santé en danger. En effet, si Henri Dunant a initié le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, c'est bien parce que, témoin de la bataille de Solferino en 1859, il avait été scandalisé de constater que les blessés et malades étaient laissés à l'abandon sans soins médicaux sur le champ de bataille. Depuis cette période lointaine, un cadre juridique international détaillé s'est consolidé et figure maintenant dans les 4 conventions de Genève et dans les 2 protocoles additionnels de 1977. Ce cadre juridique prévoit notamment que les blessés et malades doivent être secourus le plus rapidement possible, que sont interdites les attaques contre les infrastructures ou les moyens de transport sanitaire et que le passage de ces moyens de transport sanitaire ne peut pas être bloqué indûment. Des règles claires existent donc et sont parfaitement adaptées au monde dans lequel nous évoluons. Le problème ne se situe donc pas au niveau de l'existence de ces règles ou de leur contenu, mais le problème se situe dans le fait que trop souvent, ces règles ne sont pas respectées en pratique. Le CICR a mené une étude dans 11 pays entre 2012 et 2014 et cette étude a permis de recenser pas moins de 2400 incidents affectant les soins de santé. Sur ces 2400 incidents, environ 600 impliquaient la mort, des blessures ou des violences contre le personnel sanitaire et plus de 700 affectaient directement ou indirectement les moyens de transport médicaux. Cette étude, il est vrai, était limitée à 11 pays, mais les analyses empiriques menées sur le terrain par toutes les délégations du CICR à travers le monde indiquent très clairement que ce phénomène contre les soins de santé en danger est présent sur tous les continents et dans toutes les régions. L'impact à court terme de cette violence sur les soins de santé est évident. Les patients ne peuvent plus recevoir de soins, les structures de santé ne peuvent plus fonctionner et le personnel médical ne peut plus travailler, ce qui signifie des dommages beaucoup plus importants pour la population civile, des morts et des blessures non ou maltraitées, mais aussi à terme des handicaps physiques et mentaux. L'impact sur le long terme, même s'il est plus difficile à évaluer, est au moins aussi critique. De fait, cette violence sur les soins de santé en danger conduit trop souvent le personnel médical à quitter le pays et les structures de santé à fermer, de manière provisoire ou définitive. Elle amène trop souvent à l'effondrement de tout le système de soins médicaux d'un pays ou d'une région. Il est donc évident
que les manifestations de violence sur les soins de santé restent l'un des problèmes humanitaires critiques auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Mais il est également évident qu'en raison des conséquences sur le moyen et sur le long terme, la question des soins de santé en danger n'est pas uniquement un problème humanitaire d'urgence, mais aussi un problème de santé publique et de développement. Quelles sont les réponses que l'on peut apporter à cette problématique humanitaire ? Cette violence sur les soins de santé en danger est multiforme et il est donc difficile de donner une liste exhaustive des mesures qui peuvent être prises. Mais pour simplifier, on peut dire que la réponse doit se situer avant tout à deux niveaux. Le premier niveau de la réponse consiste à contrer le narratif que l'on entend trop souvent et qui tend à justifier les actes de violence contre les soins de santé. En effet, les attaques contre les hôpitaux, les blocages des ambulances au checkpoint, le racket des structures sanitaires sont trop souvent perçus ou présentés comme étant des conséquences inévitables de la guerre. En d'autres termes, des dommages collatéraux inhérents à tout conflit armé. Or, il s'agit là d'une mauvaise compréhension du droit international humanitaire. Les patients, le personnel sanitaire, les hôpitaux, les ambulances ne sont pas des cibles légitimes d'attaque et doivent être épargnés autant que possible des effets de la guerre. Nous avons donc tous une responsabilité pour combattre cette idée toute faite et trop souvent répandue que de tels actes de violence sont la conséquence inévitable de la guerre. Le second niveau de la réponse vise à travailler inlassablement pour assurer un meilleur respect et renforcer la mise en œuvre du droit international humanitaire. C'est une tâche de longue haleine qui implique l'engagement de tous les acteurs concernés, non seulement les États et leurs forces armées et de sécurité, mais aussi les parties non étatiques à un conflit armé, la communauté médicale et humanitaire ou la société civile par exemple. Ce meilleur respect du droit est nécessaire afin de réduire le fossé qui existe à l'heure actuelle entre les textes de droit et la réalité concrète sur le terrain.